Un millionnaire ruiné, marchant seul sous la pluie, s'arrête brusquement. Son regard se pose sur une jeune fille pieds nus, accroupie sur le trottoir, résolvant des équations complexes à la craie. Les gens rient lorsqu'il décide de l'adopter. Mais ce qu'il découvre à son sujet change tout. Suivez-nous jusqu'au bout pour découvrir la vérité derrière cette histoire émouvante et bouleversante. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Accent Grave Horizons Émotionnels et faites-nous savoir d'où vous regardez dans le monde. La pluie tombait dru. Tambourinant sur le trottoir et transformant les rues du centre-ville de Seattle en rivière grise et glissante. Ethan Walker se tenait devant le palais de justice, son costume trempé. Le tissu lui collant à la poitrine comme un rappel du peu de protection qu'il lui restait. Son avocat venait de porter le coup de grâce, le dernier appel avait été rejeté. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible. C'était terminé. Tout avait disparu. Son entreprise, ses brevets, ses investisseurs, et même son appartement. La presse a parlé du krach du siècle. La chute spectaculaire d'un homme autrefois salué comme l'enfant chéri du monde de la technologie. Ethan n'a pas discuté. Il n'a pas protesté. Il est resté planté là, sous l'averse. Tandis que son avocat s'éloignait, portant la même mallette qui lui appartenait autrefois. Des gens passèrent. Quelques-uns lui jetèrent des regards curieux. Certains le reconnurent. La plupart non. Dans le bruit de la pluie et le bruit des pneus sur le béton mouillé, Ethan sentit une sensation de froid s'installer en lui. Ce n'était pas la pluie, c'était la honte. Il s'engagea dans une ruelle latérale qui menait au refuge où il séjournait depuis une semaine. Ses pas étaient lents et lourds. Le refuge n'était pas si terrible. Des lits propres. De la nourriture chaude, des gens plutôt discrets. Mais pour Ethan, c'était un autre genre de tribunal, un lieu où ses échecs étaient jugés chaque soir. Alors qu'il atteignait le coin, quelque chose attira son attention. Une petite fille, peut-être âgée de 8 ou 9 ans, accroupie sous un auvent cassé, griffonnant sur le trottoir mouillé avec un morceau de craie. Au début, il pensait qu'elle n'était qu'une simple enfant sans abri qui tuait le temps. Mais il a ensuite remarqué le schéma. Elle ne griffonnait pas. Elle écrivait. Des symboles, des chiffres. De longues chaînes de chiffres apparaissaient avec des traits nets et précis. Cela n'avait aucun sens. Elle n'avait pas de chaussures. Son sweat à capuche surdimensionné pendait sur ses épaules. Mais son visage était calme. Concentré. Ethan s'est arrêté. Il l'observait de loin, incertain de ce qu'il voyait. La fille ne leva pas les yeux. Sa main bougeait rapidement, presque rythmiquement. Comme si elle avait fait cela des centaines de fois. Les gens passèrent sans remarquer. Une femme lança une pièce à ses pieds. La fillette ne broncha pas. Ethan s'approcha. Il distinguait des passages de ce qu'elle avait écrit, des dérivés, des logarithmes, des expressions algébriques complexes. Il en reconnaissait certains datant de ses années à Stanford. Pourquoi un enfant écrirait-il des calculs sur le trottoir sous la pluie? Il cligna des yeux. C'était peut-être du charabia. Peut-être qu'elle copiait des symboles. Mais non. Il y avait une structure. Il y avait une logique. Elle effaçait et réécrivait comme si elle cherchait à résoudre quelque chose. La curiosité a pris le pas sur l'hésitation. Il s'accroupit à quelques mètres et dit, « Eh, qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'arrêta une seconde et le regarda. Ses yeux étaient d'une étrange nuance de vert, presque lumineux sous le lampadaire. « Rien, dit-elle doucement. Puis elle s'est remise à écrire. Ethan n'a pas poussé. Il a juste regardé. Une voiture a klaxonné au loin. La pluie s'est calmée, puis est revenue plus forte. Pourtant, elle a travaillé. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à nouveau. Elle s'arrêta. « Riley » dit-elle. Juste ça. Pas de nom de famille. Pas de questions en retour. Il ne s'attendait pas à une telle chose. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'attendait plus rien depuis longtemps. Un agent de sécurité de la banque voisine est sorti en criant « Circulez. Vous ne pouvez pas être ici. » Riley ne broncha pas. Elle ramassa simplement sa craie dans un sac en plastique et se leva. Ethan se leva également. « Elle est avec moi, dit-il, sans savoir pourquoi. » Le garde lui lança un regard mais ne dit rien. Peut-être avait-il reconnu Ethan. Peut-être s'en fichait-il.
Riley passa devant Ethan, pieds nus et silencieux. Il se retourna et le suivit. « Où habites-tu » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Nulle part. » Il hocha la tête comme s'il comprenait. Il ne l'avait pas fait. Pas vraiment. Mais il n'allait pas prétendre avoir les réponses. Ils marchèrent en silence jusqu'au coin suivant. Elle s'arrêta. « Tu peux arrêter de me suivre maintenant » dit-elle. Ethan sourit, à peine. Je ne le faisais pas. Je marchais, tout simplement. Cette nuit-là, Ethan n'arrivait pas à dormir. L'abri était silencieux. Seul le bruissement des couvertures et le bourdonnement du vieux radiateur résonnaient. Mais son esprit était bruyant. Il voyait sans cesse les chiffres. La façon dont Riley bougeait donnait l'impression qu'elle seule pouvait entendre quelque chose. Il se disait que ça n'avait pas d'importance. Il avait ses propres problèmes, pas de maison. Pas d'argent, pas de projet. Mais Riley avait percé quelque chose en lui. Pas de pitié. Pas même de curiosité. Quelque chose de plus profond. Comme de la reconnaissance. Comme s'il se voyait en elle. Pas comme il était. Mais comme il était. Brillant. Incompris. Sans peur. Cela l'effrayait plus que tout. Le matin, il était de retour au même coin avec 2 tasses de café. Riley n'est pas venu. Il est revenu le lendemain. Et le surlendemain. Le 3e matin, elle est sortie de derrière une benne à ordures, mangeant des crackers dans un emballage froissé. « Tu es toujours là » dit-elle. Sans surprise. « Je t'ai apporté quelque chose » répondit-il en lui tendant le café. Elle le prit, le renifla, puis le but avec précaution. « Ce n'est pas empoisonné » a-t-il plaisanté. Elle leva les yeux vers lui, impassible. « Je sais. Tu n'es pas doué pour mentir. » Ethan rit le premier vrai rire depuis des semaines. « Je suppose que non. » Ils parlèrent lentement. Maladroitement. Riley ne dit pas grand-chose, mais ne s'éloigna pas non plus. Elle lui a dit qu'elle vivait chez sa tante. Les choses ont empiré. Elle n'a pas donné de détails. Elle n'en avait pas besoin. Ethan connaissait ce ton. Il l'avait entendu dans sa propre voix, lorsque les journalistes l'interrogeaient sur son père. Dans les jours qui ont suivi. Leur routine est devenue un rythme tranquille, café, craie, questions, silence. Parfois, elle dessinait des équations pendant des heures. Parfois, elle restait assise. Mais elle venait toujours. Et Ethan attendait toujours. Jusqu'au jour où il a passé l'appel. Aux services sociaux. Il a dit qu'il voulait adopter une fille. Ils lui ont demandé s'il avait un travail. Il a dit non. Une adresse permanente? Non. Était-il mentalement stable? Il hésita. La femme au téléphone rit. Monsieur, ce n'est pas une blague. Soyez réaliste. Il a raccroché. Réaliste. Ce mot avait anéanti plus de rêves que l'échec n'aurait jamais pu le faire. Mais Ethan ne pensait plus au réalisme. Il pensait à Riley. À propos de ce qui se passerait si personne n'intervenait. Et pour une fois, il se fichait de ce que pensait le monde. Ce qui a commencé comme une vidéo virale, un homme brisé regardant un enfant faire des mathématiques sous la pluie, allait devenir quelque chose que personne n'a vu venir. Ni les médias. Ni Ethan. Ni même Riley. Parce que sous ce trottoir couvert de craie, sous ce sweat à capuche déchirée, à l'intérieur d'une petite fille que le monde avait radiée. C'était un esprit qui pouvait tout changer. Mais avant de changer le monde, elle allait le changer lui. Ethan était assis sur le lit du refuge, regardant la demande d'adoption en famille d'accueil sur son téléphone. Son doigt planait sur le bouton de démarrage comme s'il s'agissait d'une gâchette. Il n'avait pas d'argent, pas de véritable logement, personne pour se porter garant de lui. Sa sœur ne l'avait pas rappelé depuis des mois. Son ancien assistant l'avait bloqué. Mais Riley était présent 6 matins d'affilée. Et à chaque équation griffonnée, à chaque gorgée de café partagé. Elle s'enfonçait plus profondément dans la dernière partie vivante de son cœur. Il ne savait pas s'il croyait au destin. Mais s'il l'avait fait, ça ressemblait à ça. Comme une fille aux pieds nus avec un esprit qui défiait toute explication, apparaissant juste au moment où le monde avait fini de le renverser. Il a appuyé sur « Démarrer ». Ethan ne broncha pas.
Les accusations de mauvaise conduite avaient été abandonnées. Tout était civilisé. Elle n'a pas souri. Ce n'est toujours pas exactement l'image de la stabilité. Ethan se pencha en avant. Je ne demande pas la charité. Je demande juste une chance. Mara a fermé le dossier. Soyons honnêtes, monsieur Walker. On dirait un coup de pub. C'est à ce moment-là qu'il réalisa à quel point il était tombé bas, non seulement aux yeux de la loi, mais aussi aux yeux du monde. Autrefois, le visage d'Ethan avait fait la une des magazines. On l'avait surnommé le disrupteur. Le jeune titan. Le prochain Musk. Maintenant, quand les gens le regardaient, tout ce qu'ils voyaient, c'était l'échec, portant des chaussures usées. Il quitta le bureau, furieux, non pas contre Mara, mais contre lui-même, pour s'être attendu à quelque chose de différent. Dehors, il trouva Riley qui l'attendait sur le banc. Elle ne lui demanda pas comment ça s'était passé. Elle dit simplement. « Il pense que tu es fou, n'est-ce pas ?» Il sourit amèrement. « Ouais. Peut-être que oui. » Elle frappa le béton avec ses talons. « Alors tu es le seul à avoir du sens. » Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble. Non pas parce qu'il en avait le droit, mais parce qu'elle le laissait faire. Il s'asseyait dans le parc et elle lui montrait d'étranges dessins, des machines, des codes, des séquences. Elle ne les expliquait jamais. Et il ne posait jamais de questions. Un jour, elle a demandé si elle pouvait dormir au refuge. Il a dit qu'il essaierait. Il a demandé au personnel de nuit. Ils ont dit non. Seuls les adultes étaient autorisés. Devant sa protestation, l'un d'eux l'a pris à part et l'a averti. « Attention, mec. Si tu t'attaches trop à quelqu'un comme elle, ça te fera encore plus mal quand elle disparaîtra. » Mais Riley n'a pas disparu. Chaque matin, elle se présentait. Chaque soir, Ethan sentait le poids du monde peser sur lui. Lui murmurant qu'il n'avait aucun droit de vouloir sauver quelqu'un, alors qu'il ne pouvait même pas se sauver lui-même. Le 7e jour, il a appelé sa sœur. Diane. Elle a répondu uniquement parce que c'était un nouveau numéro. Et maintenant, Ethan, dit-elle. Pas de bonjour. Pas de chaleur. J'ai besoin d'une référence, répondit-il. Pourquoi? Il lui a dit. Silence. Puis le rire. Tu veux adopter un enfant? Tu es fou? Elle s'appelle Riley, dit-il. Elle est brillante. Elle n'a personne. Diane renifla. Tu essaies d'adopter quelqu'un alors que tu n'as même pas les moyens de payer le loyer. Oh là là, Ethan. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas un héros de film. Tu es un raté qui essaie d'entraîner un enfant dans sa chute. Il a raccroché. Ce soir-là, il était assis avec Riley sur les marches arrière d'une boutique abandonnée. Elle construisait un puzzle triangulaire avec des bâtons cassés. Elle ne parlait pas beaucoup. Puis, soudain, elle dit. Tu n'es pas obligé de me sauver, tu sais. Ethan la regarda. Je n'essaie pas de te sauver. Je veux juste que tu aies une chance. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement. Personne n'a jamais voulu de moi avant. Il voulait dire je fais mais il savait que cela n'aurait de sens que s'il pouvait le prouver. Il a donc commencé à visiter les écoles, une par une. Pour demander des tests spéciaux pour les élèves surdoués. La plupart l'ont refoulé à la réception. Nous ne pouvons pas administrer de tests de QI sans le consentement des parents. Lui a dit l'un d'eux. Elle n'est pas dans le système, a déclaré un autre. Ethan a continué d'essayer. Il a apporté des clips vidéo, Riley résolvant des énigmes logiques. Griffonnant des équations que la plupart des adultes ne comprendraient pas. Un professeur l'a accusé d'avoir fait semblant. Tu penses qu'on n'a jamais vu de cascade comme celle-ci? C'était comme lui cogner la tête contre du béton. Plus il poussait, plus il levait les yeux au ciel. Et pendant tout ce temps, Riley continuait d'apparaître, inchangée, imperturbable. Comme si elle s'attendait à être ignorée. Un après-midi, après une autre visite ratée, il l'emmena dans une librairie d'occasion pour tuer le temps. À l'intérieur, Riley s'éloigna. Quelques minutes plus tard, il la retrouva dans la section scientifique, feuilletant un manuel de physique dont il ne pouvait même pas prononcer le nom. Le propriétaire. Un vieil homme avec une canne et un sourire sarcastique, s'est approché.
Elle est à toi, demanda-t-il. Ethan fit une pause. J'essaie de l'être, dit-il. L'homme hocha la tête. Intelligent. Il m'a demandé si j'avais les notes de Feynman. Édition originale. Ethan cligna des yeux. As-tu? L'homme rigola. Non. Mais c'est la seule enfant depuis des années à avoir posé la question. C'était la première fois qu'Ethan voyait quelqu'un ne pas rire. Ne pas poser de questions. Juste, accepter. Cette nuit-là, il raccompagna Riley jusqu'aux marches de l'église où elle dormait parfois. Il lui donna une couverture, même si lui aussi en avait besoin. Tu n'abandonnes pas, demanda-t-elle. Non, dit-il. Parce que si je le fais, il gagne. Elle n'a pas demandé qui il était. Elle le savait déjà. Ceux qui lui ont tourné le dos. Ceux qui lui ont tourné le dos. Ceux qui ne lui convenaient pas. Ils étaient différents. Mais brisés de la même manière. Et Ethan commençait à réaliser que la fille qu'il pensait essayer de sauver, pourrait être celle qui le sauverait. Avant qu'Ethan Walker ne dorme dans des refuges et ne poursuive les travailleurs sociaux dans les couloirs de la mairie, il était un nom qui avait du poids dans la Silicon Valley. À 27 ans. Il avait fait la couverture de Câblé. Acclamé comme « l'innovateur neuronal » pour ses avancées dans l'apprentissage automatique et les algorithmes prédictifs en temps réel. Les investisseurs se sont rués sur lui comme des fanbois. Les journalistes étaient accrochés à chacun de ses tweets énigmatiques. Son entreprise, Syncore, a démarré dans un dortoir universitaire et a atteint une valorisation d'1 milliard de dollars avant son 30e anniversaire. On le surnommait « le prochain job », mais en plus charismatique. Moins froid. Il portait des baskets aux réunions du conseil d'administration. Il donnait des conférences TED qui faisaient pleurer. Il a parlé d'éthique, de responsabilité, d'utilisation de la technologie pour aider les gens, et non pour les exploiter. À l'époque, il y croyait. Ou peut-être avait-il simplement besoin de croire que quelque chose de bon pouvait surgir du chaos qui régnait dans sa tête. Son enfance n'a pas été brillante. Élevé dans une caravane près de Spokane par un père célibataire qui buvait plus qu'il ne travaillait, Ethan a appris à construire son monde à l'intérieur d'un écran. Le code était sûr. Il suivait les règles. Les humains non. Après la mort de son père dans un accident de voiture alors qu'Ethan avait 15 ans, il a sombré dans la déprime. Il a failli être renvoyé. Il a ensuite rencontré Madame Kessler, une professeure de mathématiques qui lui a donné un vieil ordinateur portable et un défi. Construisez quelque chose. C'est ce qu'il fit. Une application de planification basique qui a attiré l'attention d'un développeur local. À partir de là, le succès a pris de l'ampleur. Stage. Bourse. Stanford. Cette première année à l'université fut la première fois qu'il eut sa propre chambre. Son propre lit. Son propre silence. Cela ressemblait à un rêve, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Syncore est né du désespoir. Il a abandonné ses études après une dépression nerveuse en 2e année. Il a refusé de rentrer chez lui. Au lieu de cela, il a créé un logiciel capable de prédire les fluctuations du marché boursier en utilisant des modèles d'apprentissage neuronal brut. Ça a marché. Il en fit la démonstration dans le garage d'un ami devant quelques business angels sceptiques. L'un d'eux était Marcus Lynn, plus âgé, vif d'esprit. Le genre d'homme discret mais qui ne manquait de rien. Marcus lui a donné son premier chèque de semence. Et un avertissement? Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te protéger de toi-même. Ethan ne comprenait pas à ce moment-là. Il le comprendrait. Les premières années furent magiques. Ethan travaillait 18 heures par jour. Il se nourrissait de ramen et de boissons énergisantes. Mais ça ne ressemblait pas à du travail. C'était comme construire un vaisseau spatial de toutes pièces. L'application a été lancée. Le nombre d'utilisateurs a explosé. Des fonds spéculatifs ont proposé des contrats de licence. En 2 ans, ils sont passés de 5 personnes dans un studio à 200 employés dans un gratte-ciel de San Francisco. Ethan n'était pas seulement riche. Il était influent. Des groupes de réflexion l'invitaient à s'exprimer. Des législateurs lui demandaient son avis sur la réglementation des données. Mais à mesure que Syncore grandissait, la pression augmentait également. Les algorithmes devenaient trop puissants. Trop rapides.
Il prédisait le comportement des consommateurs à leur prêt. Il prédisait la criminalité, les maladies, les risques. Il a commencé à se demander ce qu'il construisait réellement. C'est à ce moment-là que les bagarres avec Marcus ont commencé. Marcus voulait tout monétiser, vendre des modèles prédictifs aux annonceurs, au gouvernement et aux compagnies d'assurance. Ethan a riposté. Nous ne construisons pas une boule de cristal permettant aux entreprises d'exploiter les gens, a-t-il soutenu. Marcus a répliqué avec les graphiques du marché. Pression du conseil d'administration. Retour sur investissement. Ethan a tenu bon pendant un moment. Puis est venu le lanceur d'alerte. Un développeur junior a divulgué des emails internes montrant que Sencor avait discrètement vendu un outil d'évaluation des risques à un conglomérat de prisons privées. La réaction a été immédiate et brutale. Les actions ont chuté. Les autorités éthiques ont ouvert des enquêtes. Ethan a nié savoir. Marcus a dit le contraire. Le conseil avait besoin d'un bouc émissaire. Les actions d'Ethan ont été diluées. Son accès a été révoqué. En moins d'un mois, il est passé du statut de PDG à celui de passif. La réaction du public a été impitoyable. Les médias l'ont dépeint comme un exemple édifiant, un génie devenu téméraire. D'anciens alliés se sont tus. Des amis ont disparu. Il a tenté de riposter. Communiqué de presse. Interview. Une apparition dans un podcast. Mais le mal était fait. Et quand les poursuites judiciaires ont commencé au civil, pas pénal. Mais coûteuses où il n'y avait plus personne pour le protéger. Ses avoirs ont été gelés. Son domicile a été saisi. Sa crédibilité a été mise à mal. Il se souvient du jour où il s'est retrouvé devant le juge qui a rejeté son dernier appel. Il n'a pas pleuré. Il n'a même pas parlé. Il n'avait plus rien à dire. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé au refuge, portant un sac de sport rempli de quelques vêtements, de disques durs et des restes brisés d'un rêve. Personne là-bas ne se souciait de qui il était. Ils lui ont juste montré un lit vide et lui ont dit que les lumières s'éteindraient à 22 heures. Le silence nocturne y était différent, lourd, presque accusateur. Il a passé ses premiers jours à faire les choses machinalement. Il a parcouru les sites d'emploi, participé à des entretiens inutiles. Essuyé des refus pour des postes pour lesquels il était largement surqualifié. Personne ne voulait assumer la responsabilité d'un fondateur déshonoré. Personne ne voulait de quelqu'un dont le nom faisait la une des journaux. Au bout d'un moment, il cessa d'essayer. Il se mit à arpenter la ville sans but. Espérant que quelque chose, n'importe quoi, briserait la monotonie. Et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé Riley. Elle lui rappelait lui-même. Non pas par son apparence, mais par son absence de regard. Ce mur de silence. Cette armure d'apathie. Elle ne cherchait pas à être vue, mais elle ne pouvait s'empêcher de se démarquer. Sa façon de penser. Les questions qu'elle posait. Elle ne lui avait jamais raconté toute son histoire, pas une seule fois, mais il savait reconnaître la douleur quand il la voyait. Et quelque chose en elle, sa façon d'éviter le contact visuel, mais d'étudier tout le reste, lui disait que ce qui l'avait conduite dans ces rues ne l'avait pas encore brisée. Elle survivait. Tout comme il était. Mais survivre n'était pas suffisant, ni pour aucun d'eux. Il la regardait résoudre des énigmes logiques dans un vieux cahier. Et cela lui rappela la première fois où il avait vu du code prendre vie sur un écran. Ce frisson. Ce déclic. Cet ordre soudain au milieu du chaos. Riley avait ce même feu enfoui profondément. Brûlant silencieusement, mais inarrêtable. Elle ne parlait jamais de ses rêves. Elle parlait à peine. Mais lorsqu'elle se penchait sur un problème, son corps tout entier s'immobilisait comme si le monde s'évanouissait et qu'il ne restait plus qu'elle et la solution à trouver. Ethan n'avait pas vu une telle concentration depuis des années. Pas même chez lui. Une nuit, il lui a demandé « Que veux-tu » Elle leva les yeux de son carnet en fronçant les sourcils. « Tu veux » Il hocha la tête. « Oui. Si tu pouvais avoir quelque chose. » Elle cligna lentement des yeux. « Paix et silence, dit-elle, puis ajouta, et peut-être un microscope. » Ethan rit. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça lui donnait un sentiment autre que vide. Un microscope. Pas d'argent. Pas de gloire. Juste un outil pour comprendre l'invisible. C'était parfaitement logique.
C'est tout ce qu'elle a toujours voulu comprendre. Tout comme lui. Et à cet instant, Ethan comprit. Il ne pouvait pas la laisser se perdre dans la même machine qu'il avait dévorée. Elle méritait mieux. Il devait trouver un moyen de lui donner ça. Au début, le changement était subtil. À peine perceptible, à moins de vraiment regarder. Ethan avait commencé à déceler des schémas dans le comportement de Riley, des schémas qui allaient au-delà des caprices habituels d'une enfant calme et intelligente. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon d'évoluer. Sa façon de tout observer. Un matin, alors qu'ils attendaient l'ouverture d'un food truck. Ethan a mentionné qu'il devait trouver les itinéraires de bus de la ville pour se rendre à une bibliothèque publique de l'autre côté de la ville. Riley a regardé fixement pendant une seconde. Puis a énuméré les itinéraires exacts, les arrêts et les correspondances dont il avait besoin, y compris les retards prévus en raison des travaux sur la 3e avenue. Ethan cligna des yeux. « Comment le sais-tu ? » « Je les regarde, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Il commença à le tester, doucement au début. Il laissait tomber des faits au hasard. Posait des questions étranges et attendait. Un après-midi, il lui a demandé si elle savait ce que signifiait Fibonacci. Elle ne répondit pas tout de suite, fronça légèrement les sourcils, puis dit. C'est le rapport entre les motifs récursifs dans la nature et les mathématiques. La suite d'or. Puis elle s'est remise à décoller l'étiquette d'une bouteille de soda. Elle ne l'a pas dit comme pour se la péter. Elle l'a dit comme si elle récitait les ingrédients d'une boîte de céréales. Pratique. Automatique. C'est à ce moment-là que la curiosité d'Ethan s'est transformée en certitude. Quelque chose se passait dans son cerveau qui défiait les catégories ordinaires. Elle n'était pas seulement intelligente. Elle était différente. Il se mit à trimballer un vieux manuel de mathématiques de Stanford, espérant déclencher quelque chose. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans un abribus abandonné pour se protéger du vent, il ouvrit une page au hasard et lui montra un problème impliquant la théorie des nombres. Il n'attendait pas grand-chose. Riley s'est penché, a regardé le problème pendant 20 secondes et a dit « Tu as mal copié ça ». Il regarda à nouveau. Elle avait raison. Il manquait un signe mineur. Puis, sans qu'on lui demande. Elle a commencé à résoudre le problème à voix haute, en parcourant la logique, chaque étape étant claire et nette. Ethan n'interrompit pas. Il écouta simplement. Au moment où elle eut fini. Il la regardait comme s'il avait vu un fantôme. Riley leva les yeux, perplexe. C'était mal ? Il secoua lentement la tête. Non. C'était parfait. L'instant ne semblait pas triomphal. Il était étrange. Comme ouvrir une porte et découvrir un autre monde qui l'attendait derrière. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas de la peur, mais de l'émerveillement. Comment personne n'avait-il pu voir ça ? Comment le monde avait-il pu passer devant elle, jour après jour, sans jamais s'arrêter pour la regarder ? Mais ensuite, il s'en souvint. Le monde lui était déjà passé sous le nez. Avant les gros titres. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et Riley ne rentrait dans aucune de leurs cases. Trop discret pour être un prodige. Trop étrange pour être aimable. Trop sale pour être quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Mais il l'avait remarqué. Plus tard dans la soirée, de retour au refuge, il n'arrêtait pas d'y penser. Il se souvint de ce que disait un de ses professeurs. Le vrai génie ne crie pas. Il chuchote. Riley murmurait de l'éclat à chaque pas. Il la regardait de l'autre côté de la table commune alors qu'elle mangeait un sandwich au beurre de cacahuète, comptant les miettes comme si elles étaient des variables. Ethan avait connu beaucoup de gens intelligents, des codeurs brillants, des mathématiciens doués, des visionnaires, mais aucun n'avait un regard comme celui de Riley. Un regard qui ne se contentait pas de voir le monde, il le décodait. Au cours des jours suivants, Ethan a commencé à prendre des notes. Pas sur son comportement, mais sur son esprit. Sa façon de mémoriser les plaques d'immatriculation des voitures qui passaient. Sa façon de trier les boîtes de soupe dans les magasins par date de péremption, sans qu'on lui en fasse part. Sa façon de réécrire les pages du livre de logique qu'il lui avait donné, car elle prétendait que l'original présentait des défauts de structure. Il n'a pas compris tout ce qu'elle a dit. Mais il n'en avait pas besoin. Il apprenait sa langue, les expressions muettes, les demi-phrases, les petits haussements d'épaules qui en disaient plus que des paragraphes entiers. Riley ne se cachait pas.
Elle ne voyait tout simplement pas l'intérêt de s'expliquer auprès de gens qui ne l'écoutaient jamais. Un soir, il l'a emmenée à une petite rencontre technologique en centre-ville. Il lui a dit que c'était juste pour se protéger du froid. Peut-être pour manger une pizza gratuite. La salle était pleine de programmeurs proposant des idées, échangeant des blagues sur le code, montrant des démonstrations d'IA à moitié cuites. Ethan gardait ses distances. Mais Riley se tenait près d'un tableau blanc, où un groupe d'étudiants diplômés discutait d'un modèle d'optimisation de l'apprentissage automatique. Après 10 minutes d'observation, elle prit un marqueur et écrivit une correction au tableau. Sans un mot. Ils ont ri, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle avait raison. Puis ils ont demandé qui elle était. Ethan est intervenu. C'est ma nièce, dit-il. C'était un mensonge. Mais ça les fit taire. Ce soir-là, elle ne s'est pas vantée. Elle ne s'est pas réjouie. Elle a juste demandé. Puis-je y retourner la semaine prochaine? Mais tout n'était pas si simple. Plus Ethan en apprenait sur elle, plus il devenait protecteur. Il commençait à voir des menaces partout. Dans chaque inconnu, dans chaque presse-papier, dans chaque appareil photo. Riley s'en fichait. Elle marchait comme si personne ne pouvait la toucher. Mais Ethan savait mieux que ça. Le monde n'a pas protégé les filles comme elle. Il les a utilisées. Exploitées. Ou ignorées jusqu'à leur rupture. Cette nuit-là, alors qu'il la regardait dormir dans un coin du couloir du refuge. Recroquevillé dans un vieux manteau qu'il avait trouvé, il se fit une promesse. Il ne laisserait pas le monde la mâcher comme il l'avait mâchée. Pas s'il pouvait l'arrêter. Puis vint le moment qui changea tout. Riley griffonnait sur une serviette pendant le petit déjeuner. Ethan se pencha pour regarder. Ce n'était pas un gribouillage. C'était un schéma. Une conception architecturale complète, utilisant des algorithmes de pliage spatial qu'il n'avait jamais vus que dans des revues de physique théorique. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « C'est juste quelque chose qui me vient à l'esprit parfois. » Ethan sentit le sol bouger sous lui. « Sais-tu ce que ça fait » Elle pencha la tête. « Ça fait rentrer les choses là où elles ne devraient pas. » Ethan plia la serviette, la plaça soigneusement dans sa poche et ne dormit pas cette nuit-là. Quelque chose avait commencé. Quelque chose de grand. Quelque chose d'irréversible. Et il savait alors qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver une âme perdue ou d'adopter un enfant brillant. Riley n'était pas seulement doué. C'était le genre d'esprit qui n'apparaît qu'une fois par génération. Le genre d'esprit capable de changer la façon dont les gens vivent, pensent et créent. Mais le monde ne voulait pas d'esprit comme le sien, à moins qu'il ne soit présenté dans des emballages soignés. Ethan savait que ce qui allait suivre serait difficile. Mais cela vaudrait tout. Les agents ont utilisé des jumelles depuis un poste d'observation près de Manhot Springs pour localiser l'objet rouge que Carter avait vu ci-dessous. Le terrain était trop escarpé et trop dangereux et la rivière trop haute pour un accès terrestre. C'est pourquoi l'unité d'aviation de la police de l'État du Nouveau-Mexique a été appelée en renfort. Le lendemain matin, un hélicoptère noir Bell 47 avec des marquages de police dorés planait à 50 pieds au-dessus du Rio Grande. Un officier tactique et un plongeur de la police étaient à bord. Le plongeur s'est laissé tomber dans l'eau turbulente. A travaillé à travers la boue et les débris et a fixé des sangles de levage à une moto immergée. D'un puissant coup de pouce. Le vélo rouge s'est libéré de l'aspiration du lit de la rivière et s'est élevé dégoulinant debout. C'était la BMW de Francesca Sullivan. Mais l'état du vélo a soulevé des questions. L'équipe médico-légale a découvert qu'il n'avait pas été dans l'eau depuis 6 ans, mais seulement depuis 6 à 8 mois. Ces dégâts suggèrent une chute verticale d'une grande hauteur et non un accident. Le profil d'impact pointait directement vers le pont voisin dominant le canyon de 650 pieds. La moto a été projetée et non détruite. Reyes a révisé la chronologie et a reclassé l'affaire de personnes disparues à homicide actif. Un fragment d'un atlas routier retrouvé caché dans la boîte à air du vélo montrait une petite ville marquée. Dans le nord rural du Nouveau-Mexique. Les équipes de recherche ont ratissé la zone pendant des semaines mais n'ont rien trouvé. Puis un professeur de géologie étudiant les sédiments des inondations a découvert des restes humains enterrés dans une berge en aval. Les restes correspondaient à ceux de Francesca par la taille et une fracture de la clavicule guérie suite à un accident de vélo dans son enfance. Il n'y avait aucun signe clair sur la façon dont elle est morte. L'affaire reste non résolue.
Son meurtrier est toujours inconnu.